Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle, vous connaissez ce mot de la méthode Lean, L-E-A-N, et on va en parler dans le détail avec Marie-Pia Ignace. Elle est CEO de Operae Partners et elle nous expliquera tout puisqu'elle met en place concrètement pour ses clients cette méthode Lean. Smart Philo, comme chaque semaine, l'entreprise fait-elle elle-même société? C'est un vrai débat, l'entreprise comme un corps social tout simplement. On en parlera avec Alban Gonor, il est directeur de l'engagement à la Massif et il est agrégé de philo. Le cercle RH, les 3 ans de télétravail généralisé, c'est l'occasion dans Smart Job de faire un bilan de ces 3 ans de télétravail. Où en sommes-nous? Hybridation, télétravail, retour au travail pour certaines entreprises. On fera le point avec nos experts spécialistes de cette question. Et puis pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, l'expérience collaborateur tendance 2023. On en parlera avec Cécile Decourtray, associée responsable des activités People et stratégie chez KPMG. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la méthode Lean. Aujourd'hui, vous en avez entendu parler. Alors certains décideurs ont besoin d'un peu de pédagogie. Ça tombe bien, puisqu'on va en faire évidemment pour essayer de découvrir exactement ce qu'est cette méthode Lean. Marie-Pia Ignace, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la CEO d'Operae, je le prononce bien, Partners, et vous portez et vous déployez, pour le dire simplement, cette méthode Lean. C'est quoi cette méthode? C'est d'éliminer. Alors d'abord, si j'ai bien compris, c'est un peu une méthode à l'origine industrielle où on élimine tout ce qui est inutile. Pourquoi? Pour être efficace et efficient? Dans la réalité, c'est un petit peu plus sophistiqué que cela. Je l'imagine. Voilà. C'est une méthode qui a intéressé un certain nombre d'industriels parce que c'est ce qui a permis à Toyota de devenir leader mondial dans son domaine. Et donc, tout à coup, les petites voitures japonaises ont envahi des tas de territoires dans lesquels il y avait plutôt des américaines ou des françaises. Et la question s'est posée de savoir est-ce que c'était du dumping ou est-ce que c'était une autre façon de produire? Et la réponse est très claire, c'est une autre façon de produire dans laquelle, effectivement, on est lean, c'est-à-dire que l'on va essayer de travailler en permanence sur la valeur et donc retirer des processus tout ce qui n'est pas générateur de valeur. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la chef d'entreprise que vous êtes. Oui. Parce qu'une fois que vous avez posé sur la table la méthode Lean, que vous l'avez expliquée, ensuite, comme on dit, il faut rentrer dans le dur. Comment ça se passe, le processus? D'abord, on explique, et puis ensuite, vous déployez des changements. Mais c'est copernicien pour certaines entreprises, les transformations. Alors en fait, on explique, et puis les clients qui sont les clients de notre entreprise sont des gens qui sont patrons de leur département ou de leur propre entreprise et qui en ont entendu parler, qui y ont trouvé un intérêt et qui souhaiteraient effectivement se lancer là-dedans. Donc je dirais que la culturation du dirigeant, elle est antérieure à notre... ils en ont entendu parler, voilà. Ils se sont un petit peu acclimatés, puis ils disent, en fait, je passe à l'action avec vous. Voilà, exactement. Et donc le passage à l'action, le passage à l'action va d'abord consister à convaincre leur comité de direction que ça vaudrait la peine de s'y intéresser. Et donc ça, on va le faire sous forme de pilote. Donc on va prendre dans ce comité de direction des gens assez opérationnels, assez influents, et on va leur proposer de construire des pilotes chez eux et de se faire une opinion en se disant est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça peut apporter quelque chose chez moi? Est-ce que ça va rentrer dans ma culture d'entreprise? Exactement. Alors ça, on a entendu que ça démarrait dans l'industrie. On voit bien par rapport à des gestes, par rapport à des retours même des salariés sur des choses. Mais est-ce qu'on peut le transposer au tertiaire? Parce qu'il y a des entreprises tertiaires aujourd'hui, de la tech et même des services publics qui se disent mais cette méthode, elle est pas mal. Est-ce qu'on peut la transposer? Alors, la réponse est oui aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple très loin de l'industrie. Pixar, qui est la société qui a fait dessins animés, etc., des choses absolument merveilleuses, en fait, a considéré son entreprise avec 3 piliers. Un pilier technologique, puisque c'est du dessin animé numérique, un pilier de storytelling, et puis un pilier Lean, qui était sa culture managériale et la façon de travailler ensemble. Sans dévoiler les secrets de votre entreprise, mais oui. Ça consiste en quoi, en mots concrets, pour une organisation? Qu'est-ce que vous leur supprimez? Qu'est-ce qu'ils rajoutent? Quels sont les éléments clés qui construisent la méthode Lean? Alors la première chose, c'est un intérêt profond pour le client. Donc, quand vous déployez le Lean avec une équipe ou un périmètre, la première question que vous leur posez, c'est qui sont vos clients? Qu'attendent-ils de vous? Est-ce que vous les connaissez vraiment? Est-ce que vous êtes au rendez-vous de leurs attentes? Et
par exemple, moi j'interviens beaucoup dans le monde de l'informatique. Le client, c'est aussi un peu l'empêcheur de tourner en rond. Vous voyez, il va déclarer des bugs, il n'est pas totalement satisfait de la façon dont ça fonctionne. C'est vrai. Je connais des DSI qui disent je n'aime pas trop aller à la cantine parce que je suis un peu pris à partie quand j'y vais, etc. Et donc ce sens profond du client va permettre aux gens de se dire mais finalement, si je regarde mon travail, ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est effectivement dans la génération de valeur? À quel moment est-ce que je suis en train d'essayer d'imposer des processus à d'autres? Et dans ce cadre-là, comment est-ce que je pourrais me recentrer sur ce qui a vraiment du sens? D'un point de vue concret, on a bien passé la partie pédagogique de présentation et de convaincre. On est vraiment dans l'action. Oui. Une fois que vous avez identifié, j'imagine, on identifie des secteurs, des services de l'entreprise où vous dites, là, on va commencer à mettre la méthode Lean. On met quoi? On met les gens autour de la table et on discute? Alors en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler à 3 niveaux. On va d'abord travailler au niveau très opérationnel parce qu'on dit que la génération de valeur se fait au sein des équipes opérationnelles. Et donc, le Lean arrive quand ces gens-là, tout à coup, vont changer la façon de gérer leurs priorités, améliorer leur processus, se former un peu différemment. Donc, ces gens-là, on va vraiment les accompagner avec détermination et patience, en leur proposant de regarder différemment leur métier, trouver des pistes d'amélioration et d'explorer ces pistes-là. Ensuite, on va travailler au niveau du management, parce que dans le cadre de cette exploration des améliorations, le management peut être pris à contre-pied. Totalement. Il peut se dire, mais je ne comprends pas, moi j'avais l'habitude de distribuer le travail comme ça, et tout à coup l'équipe dit non, nous on aimerait faire autrement. Donc il faut accompagner le management. Et donc risque de tension d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut aussi quand même convaincre et accompagner les managers, parce qu'eux après ils ont une grille de lecture de la méthode Lean, on est d'accord? Tout à fait. Et donc le manager se retrouve dans une situation dans laquelle il doit lâcher prise par rapport à l'organisation, dans la mesure... Donc plus de liberté, plus d'autonomie, on est d'accord, la méthode Lean, c'est ça, hein? Oui, mais avec un arbitre qui garde un terrain de jeu, et le terrain de jeu, c'est l'intérêt du client, de l'entreprise et des collaborateurs. C'est-à-dire que les gens ne vont pas choisir de partir dans l'amélioration A, B ou C. Les gens vont d'abord s'inspirer, comprendre réellement quel est le sens de leur boulot, dans quelle mesure ils contribuent à quelque chose, et sur cette base-là, proposer des améliorations. C'est très profond ce que vous dites, parce que ça modifie la relation qu'on a à son manager et sa relation que l'on entretient avec son propre travail. Oui, on devient acteur de son action. Oui, tout à fait. On a le droit d'avoir un esprit critique, non pas au sens revendicatif, mais au sens, tiens, ça finalement, est-ce que ça sert à rien, ça. Différemment, est-ce que, etc. Et donc c'est le management qui, à un moment, doit être porteur de cette culture de l'esprit critique, de l'engagement, de l'amélioration. Un mot avant de nous quitter, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais la finalité, c'est pas évidemment de réunir toute l'entreprise pendant des mois et de faire perdre du temps. La finalité, c'est, j'allais dire, créer de la valeur. Oui. Au final, ça vous le démontrez à votre client, en bout de chaîne, il y a la création de valeur. Moi, je suis l'une des banques avec lesquelles j'ai travaillé, qui n'est pas une énorme banque, mais il y avait 15 000 personnes à l'intérieur de cette banque, a amélioré son coefficient d'exploitation de plus de 2 points. Donc, c'est combien faut-il que je dépense d'euros pour arriver à en gagner 1? Ça, c'est énorme. Hein. Sans toucher, il faut quand même rassurer tout le monde, sans toucher à la masse salariale. L'idée, c'est pas un cost killer, la méthode Lean. C'est une méthode de fluidité du travail, on est d'accord. C'est très sain, finalement. Si on le fait, par exemple, dans le monde de l'informatique, vous le savez, aujourd'hui, il y a une énorme tension sur les recrutements dans l'informatique. Clairement. Le Lean, ça vous permet, avec vos équipes, d'être plus efficace. Et à chaque fois que vous gagnez de l'efficacité, vous arrivez à mieux absorber la demande de vos métiers. Et une toute dernière question, parce que je trouve que ce sujet est passionnant et extrêmement profond. Vous accompagnez ensuite un petit peu en détachement, vous envoyez des consultants qui viennent aussi un peu guider et accompagner, parce que j'imagine qu'on est un peu perdu au début quand même, non? Oui, il y a une certaine technicité, donc il faut que l'entreprise se l'approprie. Et puis, donc là, les consultants sont plus sur le terrain avec les équipes opérationnelles. Et on a des académies pour les managers qui leur permettent de bien comprendre, de bien s'approprier ces techniques Lean et de faire le lien entre ça et leur propre fonctionnement. Combien de temps là, pour une transition, pour passer du classique au Lean? C'est quoi? C'est 1 an, 2 ans? 3 ans. C'est 3 ans. Oui, c'est 3 ans. D'accord. Donc c'est un processus long, profond et intense. Merci Marie-Pierre Ignace d'être venue nous éclairer. C'est une méthode passionnante, efficace, vous l'aurez entendu, CEO d'Operae Partners. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne une page, on fait rester avec moi un instant, on tourne une page. C'est Smart Philo. Oui, l'entreprise comme un corps social à part entière. C'est un vrai sujet philo. L'entreprise n'est pas là que pour créer de la valeur et on en parle dans Smart Philo. Smart Philo, on parle de l'entreprise aujourd'hui. Est-elle en elle-même une société? Je ne dis pas contre-société, mais une véritable société, comme un corps social finalement. C'est un vrai sujet, on parle d'écologie, on parle de tous les sujets dans l'entreprise et on en parle avec Alban Gonor. Alors vous avez une double casquette, c'est intéressant, parce que vous êtes le directeur de l'engagement de la Massif.
c'est tous les sujets sociétaux, transverses à l'ensemble du groupe Massif. Et puis vous êtes agrégé de philo, alors vous vous êtes dit, moi je veux m'emparer de ce sujet parce que ça m'impacte directement. Selon vous, est-ce que l'entreprise fait elle-même société? C'est un débat philo, ça. Oui, c'est un débat philosophique. Bonjour, merci de me poser la question. Je vais répondre du point de vue de la Massif parce qu'il y a 1000 manières de répondre à cette question selon... Chez vous, de votre fenêtre. Exactement, de la fenêtre d'une entreprise qui est quand même très particulière parce qu'elle appartient au monde de l'économie sociale et solidaire. Donc on n'est pas une entreprise capitaliste et la valeur qui est créée, elle n'est pas redistribuée auprès d'actionnaires, mais précisément auprès de nos sociétaires, de nos salariés, de nos élus et de la société. Donc, on se sent relativement légitime pour pouvoir adresser une réponse sur cette idée que l'entreprise ferait ou pas société. En un sens... Vous dites oui, de fait, là, par rapport à ce que vous nous dites. On le dit par rapport à notre modèle et on le dit aussi parce qu'il y a comme une forme d'interrogation des entreprises dans un sens peut-être très large sur le rôle, la dimension, y compris politique, qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Alors peut-être parce que il y a une forme de désistement du politique ou de la dimension politique traditionnelle et que les enjeux climatiques, les enjeux de la transition obligent chacun d'entre nous, et y compris les formes collectives que sont les entreprises, à s'interroger sur les missions qu'elles doivent et sur les responsabilités qu'elles doivent avoir. Mais d'une manière plus générale, parce qu'on a démarré par évidemment ce focus Massif qui est une entreprise effectivement particulière au sens qu'elle ne distribue pas de dividendes, vous l'évoquiez, et qu'elle est donc très, très insérée dans la vie de la société, dans notre société. Est-ce que l'entreprise, quelle place joue l'entreprise au sein de la société finalement, d'une manière générique, et en distinguant peut-être celles qui sont très capitalistiques de celles qui ne distribuent pas de dividendes justement? Oui, alors la Massif a ceci de particulier, comme je le disais, qu'elle appartient à l'univers qui est un peu méconnu quand même, du monde de l'économie sociale et solidaire. Les mutualistes, les mutualistes, les coopératives, fondations. C'est ça. Et ça représente quand même, si vous voulez, entre 10 et 14% du salarié en France. Un salarié sur 10. Et ce n'est pas forcément la part de voix qui leur est accordée. Et pourtant, c'est une forme d'organisation très particulière de l'entreprise, du prendre ensemble, d'avoir un projet qui est un projet commun. Juste une chose qui est très importante, ces entreprises, on peut dire qu'elles sont portées à faire société parce qu'elles sont elles-mêmes société, tout simplement parce qu'elles ont une dimension d'élection. La Massif, c'est le plus grand scrutin privé de France. C'est 1 million de personnes qui votent pour leur assurance. Donc, la démocratie au sein de l'entreprise. C'est ça, c'est une dimension politique, si vous voulez, avec des élus, des représentants qui pilotent la stratégie de l'entreprise, qui lui donnent ses orientations, qui choisissent ses grandes causes et qui, d'une certaine façon, redistribuent la valeur créée à la société. Mais pour rester toujours dans le sujet philo, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette entreprise? Et quelle image elle donne d'elle-même à l'égard de ceux qui parfois sont, et on le voit dans le contexte actuel, critiques à l'égard de certaines entreprises qui créeraient des surprofits? Parce que c'est un sujet malgré tout politique qui est posé. Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. C'est vrai, mais je sais que je suis un journaliste. Je pense qu'en fait, le sujet, c'est comment est-ce qu'une entreprise peut contribuer au bien commun. En tout cas, le modèle mutualiste a ce souci-là, cette préoccupation en tête. Et la Massif, pour vous donner disons 2 exemples, c'est 400 000 personnes que nous rencontrons physiquement pour des actions de prévention, de RSE, pour des gestes qui sauvent, pour des nettoyages de plages, pour une attention portée à la biodiversité, aux forêts, aux océans. Donc, si vous voulez, chaque entreprise effectue des actions qui sont des actions de bien commun et peut se targuer de faire des choses pour la société. Après, c'est une affaire d'intensité, de poids par rapport évidemment aux bénéfices qui sont dégagés et par rapport à l'activité de l'entreprise. La Massif, c'est un assureur. Donc c'est quand même très particulier l'assurance parce que c'est pas toujours une bonne presse. C'est vrai. Le monde de l'assurance qui est souvent relié au monde bancaire. Et pourtant, c'est un métier qui concerne la vie de chacun d'entre nous puisque si vous voulez vous assurer votre santé,
vos biens, la mobilité, l'habitat, votre argent. Donc, si vous voulez, vous êtes vraiment au cœur de la vie des gens, du risque, de l'observation et de la prévention. Donc, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que ça dit quelque chose aussi de la société de demain. C'est vrai. Un mot avant de nous quitter, la philosophie vous sert à quoi dans votre métier ? La philosophie, je ne sais pas si le mot servir est... Mais disons que ça... Au sens, non pas objet, mais au niveau du sens le plus noble du mot servir. Disons que je pense que l'engagement que porte un modèle mutualiste convient à cette idée que l'homme est un animal politique, d'abord politique. C'est pas facile de vivre avec les autres, pas toujours. On parle de sociable insociabilité quand on parlait beaucoup. Mais pourtant, une entreprise, elle ne peut pas s'extraire de son environnement, évidemment. Elle ne peut pas s'extraire de la société des autres. On a un rôle à jouer là-dessus qui est fondamental. Les citoyens et les entreprises. Exactement. Et le modèle mutualiste se sent engagé et impliqué dans cette idée de faire société et de vivre ensemble. C'est ça, de faire commun. Merci Alban Gonor, directeur de l'engagement massif, et vous l'aurez compris, agrégé de philo. Il porte tous ces sujets sociétaux au sein de cette entreprise si particulière qui est la Massif, entreprise mutualiste. C'est ça, assurance, oui, mais mutualiste. Et mutualiste. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans cette rubrique Smart Philo. On fait une courte pause. On va s'intéresser à un sujet qui évidemment intéresse aussi le DRH de la Massif. Le télétravail, 3 ans après. On en est où exactement ? Hybridé, flexibilité, télétravail, retour en arrière, confort et bien-être des collaborateurs. Tous ces sujets sont évidemment sur la table lorsqu'on parle télétravail et on va en parler avec mes invités. On va parler droit aussi parce que ça a créé quelques litiges. On en parle, c'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job comme tous les jours. Le cercle RH, le débat de Smart Job, comme chaque jour, pour parler du télétravail. Alors vous allez me dire, on parle trop du télétravail. Oui, mais télétravail, 3 ans se sont écoulés depuis le moment où on nous l'a imposé, de fait, de force, et le moment où les choses se sont régulées avec des accords d'entreprise très nombreux qui ont bien organisé la vie hybridée ou en télétravail. On en parle avec mes invités. Où en sommes-nous ? Est-ce qu'il y a un reflux ? Est-ce que le modèle s'est inscrit dans la durée ? On en parle avec Myriam de Gaudisson. Bonjour Myriam. Bonjour Ravi de vous accueillir, avocate en droit social associée au cabinet Franklin. Vous êtes souvent assise là parce que vous venez dans notre rubrique Smart Philo très régulièrement. On parlera des litiges, des difficultés, même de l'isolement de certains collaborateurs et du droit lorsqu'on est chez soi. C'est pas le même droit que quand on est sur son lieu de travail. C'est pas si simple. À vos côtés, Romain Mauger. Bonjour Romain. Bonjour Arnaud. Vous êtes directeur contrat talent chez Robert Half. Et puis avec nous, Nicolas Leperc. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable R&D, docteur en management, Inition Programme. Tout à fait. Je n'ai pas dit de bêtises. C'est parfait. Juste pour démarrer notre débat, on a une petite animation des avantages du télétravail selon les DRH. La NDRH avait beaucoup travaillé sur ce sujet. 54 disent que c'est pour attirer de nouveaux talents. 53 améliorer le bien-être des collaborateurs, 52 obtenir un gain de productivité, parce qu'il y a eu un petit débat sur ce sujet, et 50% renforcer la motivation des collaborateurs, enfin 44% favoriser la rétention des salariés. Chez Robert Half, est-ce que vous diriez que en France, en tout cas en France, le télétravail s'est imposé comme le nouveau modèle d'organisation du travail ? Effectivement, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, depuis cette crise sanitaire, on a pu constater une nouvelle façon de travailler, d'être hybride, partie remote, partie travail sur site, et tout le monde aujourd'hui est sur ce système-là, en tout cas en France. Dans les annonces, un mot quand même, on a vu Indeed et quelques autres qui recensaient les employeurs qui ne mettent pas le télétravail dans leur annonce, ils sont retoqués par le candidat, on est d'accord ? C'est ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'adaptabilité et de télétravail, cela peut être un réel frein au recrutement. Au-delà du recrutement, attention, ça peut être aussi un frein pour la rétention de ses collaborateurs. C'est-à-dire, je vais négocier avec ma RH en entretien annuel, je demande du télétravail, elle me dit non.
bon, le collaborateur va voir ailleurs, quoi. Exactement. Ou essaie de le faire. Exactement. Nicolas Leperc, ça c'était l'étude Robert Half, je ne l'ai pas cité, j'ai évoqué la NDRH, mais ce n'est pas l'étude NDRH, c'est une étude Robert Half du guide des salaires 2023. Il y avait un débat sur la productivité, parce que les entreprises un peu choquées, parce que c'est vrai que c'était un choc thermique, se sont dit de toute façon les salariés ne vont pas travailler, il n'y a pas de productivité. Toutes les études, on avait une étude récente d'International SOS, disait que la productivité était bonne, les salariés travaillaient mieux. Absolument. Alors en fait, ça va bien sûr dépendre du type de mission qui sont confiées, ça va dépendre du mode de management qu'on peut mettre en place, mais ça participe, le télétravail, à l'appropriation par les salariés des responsabilités, des enjeux associés à sa mission. C'est-à-dire comme le contrôle permanent est bien plus difficile, tout à coup, je suis porteur du résultat auquel je dois arriver. Et donc je m'implique. Et donc je m'implique, avec parfois des effets aussi dangereux, qui passe par... Une surimplication ? Absolument, avec des risques de burn-out et des problèmes de frontières, vie professionnelle, vie privée. J'ai même plus l'impression que c'est plus ça qui pose problème que la démotivation d'un collaborateur qui jouerait au sudoku toute la journée. Absolument, ça se voit assez vite. Un collaborateur qui joue au sudoku, rapidement, on voit que les livrables ne sont pas là, que le chiffre d'affaires n'est pas fait, etc. En revanche, c'est difficile de savoir effectivement quand les gens travaillent en asynchrone, par exemple, c'est-à-dire qu'ils vont travailler jusqu'à 8h ou 9h le soir parce qu'ils veulent terminer quelque chose, et puis dans la journée, ils ont pris du temps pour faire autre chose. Mais ça a un impact quand même sur leur vie personnelle, sur leur vie familiale aussi, et on voit que ça peut bien fonctionner quand les collaborateurs sont jeunes, ont un niveau une famille relativement restreinte encore, et c'est plus complexe quand il y a des enfants, quand il y a des conjoints, etc. On l'avait vu pendant la période Covid obligatoire de l'enfer de ceux qui étaient à Paris, avec les enfants, à faire classe, on l'a tous plus ou moins vécu. Myriam de Gaudusson, alors il y a 53% dans l'étude Robert Half qui explique, donc venant des DRH, que c'est pour améliorer le bien-être des collaborateurs, donc il y a l'idée du care de la part des entreprises qui disent après tout, ça améliore son bien-être, ça réduit les durées de déplacement, on peut prendre un café à son rythme, on n'a pas de bruit, tout ça est très positif. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des cas où on voit des salariés dans l'isolement, des difficultés pour l'employeur de vérifier ses addictions. Enfin, ça soulève quand même pas mal de questions côté juridique. Oui, alors à ce stade, on n'a pas encore énormément de jurisprudence. Il n'y en a pas, enfin, je sais pas. Voilà. En Allemagne, vous aviez évoqué un cas en Allemagne, non, ça concernait la semaine de 4 jours. De 4 jours, d'accord. Mais néanmoins, ce que l'on voit arriver, c'est l'isolement de certains salariés qui sont coupés parfois lorsque le télétravail est plein, c'est-à-dire sur toute la semaine, coupés du reste des salariés, coupés de sa hiérarchie, constamment sur l'écran, avec les risques psychosociaux physiques liés à la vue, et c'est ce qu'on voit pointer. Et également le droit à la déconnexion. Alors ça, la forte implication de certains salariés, pour les employeurs, peut provoquer un risque de durée du travail excessive, etc. Mais ça, il y avait quand même le droit à la déconnexion, c'était une loi qui n'était pas connectée forcément à la crise Covid, mais l'employeur, si j'ai bien compris, globalement déconnecte le salarié à 19h ou 19h30, et continue après sur WhatsApp, il continue à bosser, enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, si c'est l'employeur qui doit interdire aux salariés de se connecter. S'il ne le fait pas, il prend ses propres risques. En réalité, c'est très rare. Oui, c'est très rare. L'employeur, en fait, ferme un peu les yeux quand même, non? Ça arrive en cas de contentieux devant le Conseil de prud'homme. C'est ça. Là, on invoque la violation du droit à la déconnexion. Ouais, c'est ça. Oui. Mais souvent, le salarié dit d'ailleurs, moi j'ai travaillé bien après, et l'employeur ne m'a pas sanctionné pour me dire d'arrêter. Absolument. C'est ça le cas de litige. Enfin, si d'aventure, ça existe ça déjà. Tout à fait, mais d'où l'intérêt d'avoir une charte sur le télétravail. Romain Mauger, c'est intéressant, toujours étude Robert Half, décidément, 62% des salariés se disent plus exigeants sur l'équilibre vie pro, vie perso, et 43% des salariés se disent plus exigeants sur la flexibilité. Alors, ça veut dire quoi, plus exigeants sur la vie pro, vie perso? Ça veut dire que même en télétravail, en travail flexible, ils veulent conserver un espace dédié à leur vie perso, on est bien d'accord? Exactement. Ça, c'est encore une fois, tout est lié à la crise Covid, c'est quelque chose qui a commencé à partir de cette crise. Les candidats aujourd'hui sur le terrain recherchent vraiment des entreprises qui mettent des choses en place pour leur bon équilibre vie pro, vie perso, avec de la proximité. Je vous donne un exemple très concret que nous avons eu il y a quelques semaines. Nous avons accompagné un sportif d'un excellent niveau, qui d'ailleurs était un excellent candidat aussi à la recherche. Il a eu 2 opportunités sur la table. Il a choisi l'entreprise qui lui apportait le plus de flexibilité pour ses entraînements et ses retours de compétition. Ouais, évidemment. Nicolas Leperc, il y a
c'est un sujet quand même qui est intéressant parce que certains vous disent, quand vous parlez en off, peu osent en parler sur le plateau, mais vous disent tout ça ne va pas durer très très longtemps, les candidats ont la main, mais un jour ça va se renverser et c'est de nouveau les DRH qui auront la main et la possibilité de pouvoir choisir. Là aujourd'hui on est dans le cas où le candidat, il a la main, il a le pouvoir. Absolument, mais les études montrent que ça va continuer en vrai. Ouais, c'est ça. Il y a une question démographique qui se met en place, de transformation aussi de l'activité. De pénurie d'emploi. Pénurie d'emploi dans la durée. Donc la bonne nouvelle pour les candidats, c'est qu'ils vont garder la main et les attentes qui sont exprimées autour notamment du télétravail, mais on pourrait plutôt dire un travail sur mesure, parce que tout le monde ne veut pas du télétravail ou 100%. On est vraiment dans des logiques sur lesquelles finalement l'enjeu RH, c'est d'être capable de permettre une expérience salariée à la hauteur des attentes des gens, qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc c'est probablement un problème managérial assez fort, parce que ça veut dire qu'il faut arriver à discriminer, différencier en fonction des attentes des uns et des autres. Alors, regardez, 60% des salariés souhaitent décider eux-mêmes de leur jour de présence au bureau. J'insiste sur ce point, parce que ça, c'est un sujet juridique. Dans les accords qui ont été signés, nombreux, l'employeur vous a dit, c'était le début finalement d'une reprise en main, écoute, Gilles, ça sera le lundi et le vendredi, et au milieu, tu viendras bosser. Oui, mais moi, je préférais le mercredi. Non, Gilles, c'est ça l'enjeu. Oui. Et les salariés disent, moi, je voudrais quand même poser aussi mes jours, ce qui va un peu plus loin encore. Qu'est-ce que dit le droit sur ce sujet ? L'employeur a le droit de fixer. Hein. L'employeur a le droit de refuser. L'intérêt de l'entreprise prime quand même, malgré tout. Le fonctionnement des équipes qui doit tourner. Donc, il peut refuser. Alors, sur la demande de télétravail, l'employeur peut refuser, mais à condition de motiver son refus. Donc, c'est-à-dire que le salarié lui dit, je préférais le mercredi. Il l'oblige au vendredi. Il peut y avoir un recours du salarié qui conteste ? Non, sur les jours de la semaine. D'accord. C'est sur le principe du télétravail. D'accord. Donc ça veut dire, d'un point de vue, revenons au début, s'il n'y a pas d'accord dans l'entreprise, l'employeur peut exiger la présence physique de ses salariés sur la durée du temps de travail, 35 ou 39. On est d'accord ? Tout à fait. Donc, si les salariés font la demande, l'employeur doit motiver son refus. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est rentré dans les mœurs, pas totalement, en tout cas pas dans le code du travail. Non. Il n'existe pas dans le code du travail. Le télétravail. Le télétravail. Ah si, le télétravail. Il est défini comment, ce télétravail ? C'est la faculté pour l'employeur, à condition de le proposer aux salariés, de permettre le travail en dehors des locaux, donc que ce soit à domicile, que ce soit n'importe où, et par le biais de moyens de communication. Technologique. Juste un mot pendant que j'y pense, parce que là on évoque l'hybridation du travail, 2 jours, 3 jours, qui est à peu près la règle qui a été mise en place en moyenne. Mais j'ai lu quand même des études assez effrayantes sur le full remote, avec la tentation d'employeurs de se dire, après tout, si je ne trouve pas l'ingénieur ici en France, je vais aller le chercher en Inde, j'irai le chercher au Sri Lanka, j'irai le chercher ailleurs. Et donc une dérégulation ultra-libérale du marché du travail. Est-ce que vous le craignez ou est-ce qu'on est un peu dans un fantasme ? Oui. Alors moi je le vois. Vous le voyez ? Je le vois auprès de mes clients, oui. Tout à fait. Concrètement, ils vont chercher l'ingénieur en Inde et il est à distance et tout va bien. Oui. L'ingénieur en Inde est un indépendant avec un coût. Qui n'est pas soumis à un contrat de travail. Non. Donc il est prestataire en Inde. À la mission. À la mission. Et payé moins cher, j'imagine. Tout à fait. Donc, effectivement, l'entreprise peut aussi, je dirais, trouver un effet levier, une opportunité dans le full remote, là. Alors moi, je ne suis pas certain que ce soit effrayant. Je pense au contraire, je vois très concrètement chez nous, on a des gens qu'on a recrutés qui habitent Berlin, qui sont très heureux, qui sont très compétents, et on est très content de les avoir avec nous. On a d'autres qui habitent Marseille, alors c'est pas la même distance, mais globalement, notre siège est à Paris. Et au contraire, ils sont tout à fait engagés, ils sont tout à fait productifs. Et ils viennent quand même une journée par mois ? Ils viennent à différentes occasions. Alors ça, c'est un autre débat. On a une conviction, nous, qu'il faut laisser à la fois de la liberté, mais trouver des moments aussi de rencontres collectives. Donc, en fait, on est une boîte qui fait beaucoup de séminaires collectifs, soit par équipe, soit l'ensemble de la boîte. Ouais. Vous créez des expériences, quoi. Absolument. De présentiel, de partage en physique, en fait, d'un certain nombre de choses. Donc, celui de Berlin doit quand même prendre son avion pour venir... Ou son train, mais l'avion est quand même malheureusement... On a encore le droit de prononcer avion, quand même, hein. C'est possible. La suite, vous la voyez comment ? Parce que vous êtes... Il y a des candidats, vous l'évoquiez avec ce sportif de haut niveau, vous les placez, mais l'entreprise, vous faites de la pédagogie avec elle ? Parce qu'il y a quand même toujours des entreprises en France qui
bon, qui disent télétravail, moi j'y vais modérément, je vois que tout le monde soit présent autour de moi. Enfin, il y a quand même encore des vieilles structures, des vieilles habitudes quand même. C'est aussi notre métier, on a un rôle de conseil. Je pense que c'est à nous d'accompagner les entreprises. On sort effectivement ce guide des salaires chaque année par Robert Half avec des études très concrètes de dirigeants, de DRH, et qui nous montrent un petit peu les effets de la société, ce que recherchent les candidats. Et effectivement, nous, c'est notre rôle de conseiller les entreprises pour leur dire ce qu'attendent les candidats dans un marché, je le rappelle encore une fois, très tendu à ce niveau-là. Et les candidats, ils vous disent quoi? C'est 2 jours, 3 jours? Parce qu'il y a quand même chez les jeunes, on se souvient du Covid, des jeunes qui voulaient venir dans l'entreprise alors que la boîte était fermée. Et les jeunes disaient, je peux venir, je peux quand même prendre un café avec mes potes. C'est vrai ça. C'est vrai, ça a été vu, j'en faisais partie. Voilà. Le terme, il faut être honnête. On a un jeune sur le plateau. Je pense que c'est l'adaptabilité et le sur-mesure que vous avez dit tout à l'heure qui est très intéressant. Adaptabilité sur-mesure, je pense que c'est ça que doivent retenir les sociétés aujourd'hui. Moi, ce que je Myriam. vois d'un point de vue juridique, c'est la demande des salariés que le télétravail soit mentionné dans le contrat de travail. Ah, voilà. Écrit noir sur blanc. Oui. Pour vraiment l'encapsuler et le garantir. Absolument. On ne le remet pas en question tous les mois. De plus en plus, non. Et l'employeur peut se livrer, peut dans un article du code Oui, du travail de son contrat mettre. C'est devenu une pratique courante. Il inscrit. Oui, c'est un moyen quand même d'attractivité des salariés. Hein. Donc le mettre dans le contrat de travail, c'est très positif. Mais on est quand même confronté à un sujet passionnant et que l'on vit ici dans cette chaîne et dans cette émission, c'est cette révolution du monde du travail. Et en fait, beaucoup, et on en fait partie tous, j'imagine, on ne sait pas trop où ça va aller tout ça. Enfin, vous avez une vision un peu comme ça prospective, vous dites, c'est pas la fin du travail d'évidence, mais c'est la fin du travail qu'on a connu dans son organisation type 20e siècle, quoi. Je ne crois pas que ça soit la fin, je crois que c'est l'émergence d'autres formes de travail. Chez nous, il y a des gens qui ont besoin physiquement d'être tous les jours au bureau. On a des bureaux qui sont super d'ailleurs, accessibles, et pour eux, le télétravail est plutôt un isolement justement. Et donc l'employeur répond positivement à ça. Avec obligation pour l'employeur d'offrir un lieu de travail, un bien bureau. Bien sûr. Alors ça, pour le coup, ça fait partie des contraintes aussi. Mais moi, vous voyez, certains se disent, après tout, on fait que du télétravail, on réduit nos bureaux à 10 mètres carrés, on économise quelques millions d'euros parce que ça a un coût, et puis comme ça, on est tranquille. Enfin, il y a cette logique-là aussi quand même qui rentre dans le jeu. Absolument, ça veut dire qu'il faut dimensionner les bureaux en fonction effectivement des besoins existants, mais il faut garder en tête qu'il est impératif, alors ça c'est vraiment une conviction, mais l'étude le montre aussi, si on veut être sur du sur-mesure, d'offrir l'alternative, télétravail ou pas télétravail, hybride ou pas hybride. À la carte. À la carte, Exactement. absolument. En tout cas, c'est l'attente des salariés telles qu'elles émergent. Je pense que votre étude le met bien en évidence. Il y a beaucoup d'études qui avancent dans ce sens-là. Je vais être dur, Myriam et Romain, mais on est quand même un peu dans le salarié consommateur, quoi. Il veut tout de suite, maintenant. Il veut à la carte, il veut pouvoir du choix, il veut être libre. Alors, quel changement de monde, ouais. Le droit, rien que le droit. Il faut que l'emploi le permette. Alors, Et l'emploi le permet. Voilà. Bon, ça peut être un sujet. mais même le discussion. type d'emploi, autorisez-moi, ceux qui sont aujourd'hui levés à 5 h du matin pour les rayons de supermarché qui nous permettent d'avoir des rayons pleins, eux, le télétravail, ils n'ont pas droit. Qu'est-ce que le droit propose? Parce que l'employeur est face à des salariés dans certains sites dont les 2 tiers sont postés. Et puis un tiers, c'est l'école blanc qui s'occupe au service informatique, communication. Eux, ils y ont droit. Et les salariés en bas disent, mais attendez, et nous, dans cette affaire, Ça on peut être la compense semaine de 4 jours. la semaine de 4 jours. Oui. C'est ça la possibilité de compenser. Oui, tout à fait. C'est parce que vous avez des métiers du tertiaire, évidemment. Enfin, la plupart ce sont des métiers du On tertiaire. en a effectivement, et je pense que ça c'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler, donc à voir ce que l'avenir nous réservera là-dessus. Je pense que, bon, déjà si on nous avait dit il y a 3 ans qu'on serait sur un mode de travail hybride, incroyable. je pense que personne n'aurait... Vous avez vu, on a fait glisser le débat sur le télétravail et son bilan après 3 ans. Puis là, on est déjà parti sur la semaine des 4 jours. Alors, on va faire du télétravail sur 4 jours. Potentiellement, si ça correspond à une demande et que les entreprises sont capables de s'adapter, ce dont je suis absolument convaincu, parce que effectivement c'est nécessaire pour arriver à créer de la valeur, c'est ce vers quoi on va tendre, si ça fait partie d'une demande suffisamment forte. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur le salarié consommateur, en effet, on est dans une logique sur laquelle On l'assume. la notion d'expérience salariée, qui vient d'ailleurs de la notion marketing d'expérience client, Exactement. se retrouve de façon extrêmement importante. Et les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail sont dans cette attente-là. Et en tant qu'RH, il faut prendre en compte son marché. En Moi, je dirais, c'est plus qu'une attente, c'est un habitus sociologique. C'est-à-dire que ces jeunes sont formatés sous cette forme-là. Oui. C'est même pas une attente, ils sont comme ça. Oui. Myriam, et donc vos employeurs, quand même, malgré tout, tout le monde fait des efforts. On voit qu'il y a quand même des efforts de fait. Ils se grattent un peu la tête, quand même, là. Ils ont pris l'habitude. Ça y est, c'est rentré dans les Ça a mœurs. été imposé dans le cas du Covid. Ils ont pris l'habitude. Ils ont pris l'habitude, mais
ils sont un peu grattés la tête ou pas? Parce que cette fameuse génération Z, parce que certains salariés qui venaient de loin, parce que on est en train d'individualiser finalement la relation au travail. Ah, c'est sûr que ça crée pas mal de travail. On est d'accord, Pour puisque les services RH, oui. pour chaque cas, on a un besoin, un désir, une demande. On avait même eu le cas, est-ce qu'il fallait autoriser le télétravail pour un salarié travaillant à l'étranger, dans un pays plutôt exotique? Oui. Ce qui pouvait susciter des questions Bah oui. sur sa productivité. Au début, il y avait la possibilité de refuser, et aujourd'hui, on va plutôt vers l'accord. On doit le laisser. Alors, ça veut dire que, mais par contre, il faut, comme disait Nicolas, c'est que quand on demande aux salariés de revenir pour le séminaire mensuel, le monsieur, il quitte les Bahamas, on est d'accord? Ah bien sûr. On est d'accord, il prend un avion parce que là, il ne peut pas évidemment le faire par le train. Donc, il y a quand même l'obligation pour l'employeur d'obliger le salarié à revenir. Tout à fait. Pour les grandes réunions. Et ça peut être un motif de rupture. Le salarié ne vient pas au séminaire. Ça peut être un motif de rupture. Ça Ça peut être une absence injustifiée. Alors, donc, motif de rupture. L'avenir en 20 secondes, c'est l'hybride. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est même plus l'avenir, on y est déjà en hybride. L'avenir, j'ai pas la boule de cristal, mais je pense que ça va continuer, en tout cas, un petit peu en ce sens, oui. Merci de nous avoir éclairé sur honnêtement, pour cette révolution, pour ceux qui ont connu, j'en fais partie, ce monde du travail du XXe siècle. On est en train de modifier, de transformer cette relation, pas forcément au travail, mais à la manière dont on travaille. Absolument. Ça vous va comme... Absolument. Vous ne retirez pas un mot, c'est très bien. Merci Nicolas Leperc d'être venu nous rendre visite. Merci. Responsable R&D et docteur en management et votre entreprise Inition Programme. Une belle entreprise, avez-vous dit. Romain Mauger, merci d'être venu nous rendre visite, directeur contrat talent chez Robert Half, ce guide des salaires avec des chiffres qu'on a extraits et guide évidemment qui fait référence. Et merci à Myriam de Gaudussion pour son éclairage juridique, avocate en droit social associée dans le cabinet Franklin. On termine notre émission évidemment avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'expérience collaborateur à travers une étude passionnante de KPMG, la tendance 2023, parce qu'il y a des tendances, c'est comme dans la mode sur ces sujets, et on en parle avec Cécile de Courtrai. Bonjour Cécile. Bonjour, merci de l'invitation. Ravie de vous accueillir, associée responsable des activités People Stratégie Transformation chez KPMG. Et cette étude, peut-être qu'on va découvrir la couverture de cette étude, l'expérience employée au croisement de toutes les mutations. C'est un chiffre quand même qui est assez intéressant dans le contexte social dans lequel on est, parce qu'il y a 79% des salariés qui se disent satisfaits de leur travail et en même temps 66% qui se disent épuisés. Quel chiffre vous prenez ? Alors, 79% qui sont satisfaits au travail. C'est positif. C'est très positif. Il y en a 32% qui ne se sentent pas spécialement épanouis. Et en fait, ce qui questionne en fait, derrière la satisfaction au travail, c'est plusieurs leviers, dont un qui relève en fait, de la flexibilité au travail. Et donc, on peut effectivement rapprocher des sujets aussi d'épuisement. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils sont satisfaits au travail. C'est une large proportion. Mais en même temps, il y a une partie d'entre eux, à peu près 40% d'entre eux qui ne recommandent pas leur employeur. Donc finalement, satisfait de mon travail, mais pas spécialement satisfait de l'entreprise dans laquelle je réalise mon travail de tous les jours. Donc j'aime mon travail, mais j'aime pas le contexte dans lequel je le fais, qui est la boîte dans laquelle j'ai signé un contrat. Et donc ça pose de vraies questions, parce que pour les organisations, aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'attractivité, de rétention et d'engagement de leurs collaborateurs. Et on imagine bien que si à horizon de 3 ans, je perds 40% de mes collaborateurs, ça me pose des énormes problèmes d'un point de vue business. Donc remise en question des entreprises sur cette question, ce chiffre-là va être étudié, ils vont avoir votre étude et ils vont se dire attention, il faut accélérer parce qu'il y a les motifs d'insatisfaction, c'est l'absence de progression dans le poste, donc là c'est l'évolution sociale de carrière et donc de salaire, mais il y a quand même 40% des actifs qui considèrent que le lieu de travail, et ça fait écho à un des débats qu'on a eu sur ce plateau, est d'abord un lieu vu aujourd'hui comme un lieu de vie et d'interaction sociale avant d'être un lieu qui facilite la productivité. Ça, c'est la révolution du travail, là. Exactement. Donc, effectivement, les personnes qui ont adopté le télétravail, il y a 8 sur 10 qui ne veulent pas revenir en arrière. Donc, on voit bien que le télétravail, c'est plus un sujet, on ne reviendra plus sur C'est plus l'avenir, c'est du présent, là. C'est du présent et c'est de l'avenir. Et effectivement, le télétravail et la flexibilité que m'offre mon travail, c'est un motif de satisfaction important pour les collaborateurs. Ceux qui peuvent faire du télétravail sont en moyenne satisfaits de plus de 10 points par rapport
rapport à ceux qui ne le peuvent pas. Donc c'est vraiment un sujet important. Et pour la plupart d'entre eux qui peuvent réaliser du télétravail, ils vont y trouver vraiment du bien-être en fait au quotidien, en termes d'amélioration de leur santé, de productivité, d'équilibre de vie personnelle et professionnelle. Mais effectivement, il y en a aussi qui nous disent, ils sont presque un tiers d'entre eux, mais ça pose des questions parce que finalement le télétravail a cet effet négatif que j'ai perdu un peu de distance par rapport à mon équipe, à mes collègues et dans la relation sociale. D'où l'hybridation, d'où le débat que nous venons d'avoir juste avant que vous soyez présente sur ce plateau, qui institutionnalisait le télétravail. Les annonces doivent inscrire télétravail et l'avocate présente nous disait qu'il fallait aussi mettre le mot télétravail dans le contrat de travail. Un mot quand même parce que on évoque la transformation des organisations, cette espèce de révolution du travail. Il y a quand même des tendances de fond qui restent, qui est quand même le salaire qui reste le moteur des salariés. C'est-à-dire qu'on peut parler de tous les sujets philo. Le cœur, c'est le salaire quand même. C'est probablement un élément effectivement déterminant avant de réaliser l'étude. On pouvait s'attendre à ce que la quête de sens en fait arrive au premier élément cité. Et ben non, effectivement. Alors on est dans un contexte d'inflation, certes, mais effectivement la rémunération reste un peu le socle et le premier levier, j'allais dire, de satisfaction au travail. Et le sens arrive plutôt assez derrière. On y va y retrouver les sujets de flexibilité, d'organisation du travail, clairement. Cité, les sujets aussi de développement des compétences. C'est un sujet qui est très très attendu de la part aussi des collaborateurs. Dans un contexte où les compétences changent beaucoup, changent vite, il y a une vraie attente que l'entreprise puisse les aider à maintenir leur employabilité dans le temps, alors que ce soit au sein de l'entreprise ou ailleurs. Donc une vraie attente de pouvoir les aider à construire un parcours professionnel qui va les aider à maintenir leur employabilité sur une carrière qui sera encore plus longue, si on en juge les discussions du moment. C'est vrai, ça c'est un vrai sujet d'ailleurs, parce que tous ces sujets de flexibilité, de pénibilité, d'engagement sont finalement en creux le sujet autour du débat des retraites. Mais les deux enseignements, quand vous allez développer et présenter cela, j'imagine, à votre réseau d'entreprises et de clients, c'est de leur dire quoi ? Faites attention à l'expérience collaborateur, parce que ne négligez pas ce volet-là. C'est ça, et surtout, ce qui ressort aussi beaucoup de l'étude, c'est l'importance du management de proximité. On disait tout à l'heure, les collaborateurs ne se sentent pas spécialement attachés à l'entreprise dans laquelle ils exercent. En revanche, la cellule de rattachement, ou j'allais dire d'identité collective, c'est celle de l'équipe. Bien sûr. Et le manager, il a un rôle crucial en fait, dans le feedback qu'il va pouvoir donner aux personnes pour qu'elles puissent progresser, dans l'accompagnement qu'il va avoir pour développer leurs compétences, dans l'organisation du travail, la répartition des tâches dans l'équipe, la capacité qu'il peut avoir à proposer de la flexibilité, et puis effectivement dans la reconnaissance, qu'elle soit financière ou non financière. Donc on voit bien que tous les leviers qui sont les leviers les plus importants pour maximiser la satisfaction au travail, le manager, il est clé en fait et il a les leviers. Reste pour les organisations à accompagner ce manager à la fois en termes d'outils, en termes de processus, en termes de formation, pour qu'il soit complètement au rendez-vous des attentes des collaborateurs. Aider les managers, accompagner-les, ils en ont besoin. Merci Cécile de Courtrai avec cette étude, l'expérience employée et co-réalisée d'ailleurs avec Ouzbek et Enrica. C'est ça. Et évidemment, étude KPMG. Découvrez-la, elle est passionnante. Merci Cécile, associée responsable des activités People Stratégie et Transformation chez KPMG. L'émission est terminée. Merci de la suivre et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Merci à l'équipe qui l'a réalisé. Merci à Théo pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son et merci à toute l'équipe de programmation. Évidemment à Nicolas Juchat et puis évidemment un salut, un amical salut à notre Laure-Hélène, assistante de production qui va nous quitter. Elle était avec nous pendant 4 mois. Elle a été formidable, on a vécu une très belle aventure et on lui dit bon vent Laure-Hélène, bye bye et je vous dis à demain évidemment.